Bonjour à toutes et à tous. Quelle est la littérature la plus drôle, la plus chatoyante, la plus épique et la plus sous-estimée? C'est la littérature du Moyen-Âge. À mon avis, elle est trop mal connue et trop mal comprise. Beaucoup de clichés règnent sur son compte. Je vous propose de les décortiquer ensemble, et pour chacun de ces clichés, je vous présenterai un super livre qui va à l'encontre du cliché en question. En fin de vidéo, je vous proposerai également quelques conseils pour écouter de la musique comme bande-son de vos lectures médiévales. Sachez que l'objectif que je me suis donné pour cette vidéo, c'est que d'ici la fin de la vidéo, vous ayez eu envie de lire au moins un livre de ma sélection. Ça ne va pas être facile, mais je vais y mettre toute mon énergie, donc soyez prêts. Avant de vous parler des livres, je vais vous faire un petit rappel historique pour que vous puissiez appréhender plus facilement les explications que je vais vous donner tout au long de la vidéo. Déjà, le terme Moyen-Âge est en fait un non-sens qui contribue à donner une image négative de cette période. C'est un terme qui désigne de manière assez nébuleuse une période en fait de 1000 ans entre l'Antiquité et la Renaissance. Tous les historiens s'accordent pas sur à quel moment ça a commencé le Moyen-Âge, à quel moment ça s'est terminé, mais souvent on le fait commencer en 476, qui est la date de déposition du dernier empereur romain d'Occident qui s'appelait Romulus Augustule. À l'époque, c'est un événement qui est en fait passé un peu inaperçu, mais auquel on a donné du sens particulièrement à partir du XVIIIe siècle, dans une logique assez idéologique en fait de chute et décadence de l'Empire romain. À l'école, on nous parle des invasions barbares, etc. Ce qui est aussi un terme très idéologique parce que, au lieu d'invasion, en fait, on parle plutôt d'assimilation de populations qui faisaient déjà partie de l'Empire romain, et c'est une assimilation qui a pris des centaines d'années, donc les gens sont pas du tout dit oulala, on vient de changer d'air, c'est un processus qui est complètement passé inaperçu à l'époque. Le Moyen-Âge dure 1000 ans, mais il est divisé en fait en 3 parties par la plupart des historiens. D'abord, on parle du Haut Moyen-Âge qui va du 5e au 10e siècle. C'est une période en fait de transition qui est encore très marquée par l'Antiquité, où il y a de nombreux changements géopolitiques et sociétaux, puisque de nombreux royaumes sont fondés, la christianisation de l'Europe est très importante, et à ce moment-là on crée beaucoup de monastères. Ensuite, on parle du Moyen-Âge central, qui est sur une période plus courte, entre le 11e et le 13e siècle. Là, c'est en fait une période d'embellie, d'ailleurs on parle de l'embellie de l'an 1000, pour qualifier en fait une période de réchauffement climatique après plusieurs siècles de dégradation du climat. Donc ce réchauffement climatique engendre à l'époque de meilleurs rendements agricoles, ce qui permet une augmentation de la population. À ce moment-là se structure aussi la société féodale. Les seigneurs et les rois mettent également en place des croisades pour aller récupérer la Terre Sainte qui est aux mains des musulmans. C'est un moment aussi où se développent les universités, où on redécouvre la culture antique, et de manière générale, il y a une intense vie artistique à cette période-là, on parle même de la Renaissance du XIIIe siècle. Ensuite, le Moyen-Âge tardif, celui qui se déroule entre le XIVe et le XVe siècle, je pense que c'est celui en fait dont on a le plus l'image, puisque c'est la période en fait où il y a énormément de famine, où sévit la peste noire. Donc la peste noire, c'est une épidémie qui, je vous le rappelle, en l'espace de 6 ans a tué 30 à 60% de la population européenne, donc c'est des millions de morts. Il y a eu également de nombreuses guerres qui ont contribué avec la peste à réduire fortement la population européenne. Il y a eu une crise politique de l'Église avec le schisme d'Orient. Donc c'est beaucoup de bouleversements religieux, politiques, sociétaux, culturels qui vont amener à la Renaissance au XVIe siècle. La fin du Moyen-Âge, c'est comme le début, elle est assez difficile à dater exactement. Souvent on parle de plusieurs marqueurs symboliques qui amène en fait à la Renaissance. D'abord, c'est l'invention de l'imprimerie en 1450. Ensuite, on parle également de la chute de Constantinople en 1453,
qui constitue en fait la fin de l'Empire romain d'Orient, ou en 1492 la redécouverte par Christophe Colomb des Amériques. Pour autant, un historien éminent comme Jacques Le Goff, lui faisait aller le Moyen-Âge jusqu'au XVIIIe siècle. Pour lui, la rupture en fait c'était la Révolution française et aussi la Révolution industrielle qui a commencé en Grande-Bretagne. Il en parle d'ailleurs dans un petit livre que je vous conseille très largement, qui est hyper enthousiasmant, qui s'appelle Faut-il vraiment découper l'histoire en tranches? Faut se dire qu'à l'époque, les gens disaient pas du tout Moyen-Âge évidemment, en fait eux ils disaient qu'ils étaient à l'époque moderne ou nouvelle, Noah, puisque c'était par rapport à la naissance de Jésus-Christ. Et c'est seulement à partir de la Renaissance en fait qu'il a commencé à y avoir une image négative du Moyen-Âge. À la Renaissance, on se met à réhabiliter les auteurs antiques, et donc on estime que tout ce qui était entre l'Antiquité et la Renaissance correspond en fait à un âge sombre, à une forme de régression. On estimait alors, et c'est d'ailleurs une image qui est encore très répandue, qu'au Moyen-Âge, la religion et le pouvoir de l'Église étaient en fait au-dessus du pouvoir des hommes, et que c'était le règne de l'intolérance et de l'ignorance. C'est vrai qu'à partir de la Renaissance, on commence à mettre en fait l'homme au centre de la réflexion, puisque c'est là qu'est créé en fait l'humanisme, et c'était pas forcément comme ça que réfléchissaient les gens au Moyen-Âge. Mais cette image négative, en fait, elle a été encore accentuée ensuite par l'arrivée des Lumières au XVIIIe siècle, qui, eux, plaçaient vraiment la raison avant la foi, donc ils pouvaient avoir qu'une image très négative de ce fameux Moyen-Âge. C'est seulement à partir du XIXe siècle que le Moyen-Âge a été réhabilité, puisque beaucoup d'artistes et d'intellectuels qui étaient un petit peu lassés du classicisme ont eu envie en fait de redécouvrir cette période, notamment grâce au patrimoine qu'en fait ils avaient sous les yeux, puisque il y avait toujours des châteaux, il y avait toujours des cathédrales, etc. Et donc ils y ont apporté en fait un intérêt qui était plus scientifique et rigoureux, on va dire, dans la méthodologie, que ça avait pu être le cas auparavant. Donc il y a une réhabilitation du Moyen-Âge à partir du 19e siècle. Ce que je trouve très drôle, c'est qu'en fait la Renaissance s'est pas du tout vantée des choses qu'elle a perdues par rapport au Moyen-Âge. Ce à quoi je pense particulièrement, c'est quand même l'hygiène, puisque contrairement à ce qu'on pourrait penser, en fait, les gens étaient assez propres au Moyen-Âge, ils héritaient ça aussi de l'Antiquité, où on était très propre, et à partir de la Renaissance, on a perdu cette habitude de prendre des bains régulièrement, et c'est seulement à partir du 19e siècle que des scientifiques, des médecins ont réhabilité le fait de se laver les mains, de prendre des bains, de se laver régulièrement, etc. Bon, vous l'avez sans doute compris, je pourrais parler pendant des heures de l'histoire du Moyen-Âge, mais c'est pas le but de cette vidéo, donc je vous propose de passer à la partie littérature. Un des reproches qui est souvent fait à la littérature du Moyen-Âge, c'est qu'en fait c'est assez éloigné de nos préoccupations et qu'on pourrait avoir du mal à s'identifier à ces personnages. On le sait, la question de l'identification en littérature, c'est vraiment quelque chose de très important pour arriver à créer une connexion en fait entre le lecteur et le personnage de la lecture. Donc le livre qui, à mon avis, va vraiment à l'encontre de ce cliché-là, qui est, je pense, de ma sélection vraiment le plus accessible. C'est presque un roman, il se lit hyper facilement, il est hyper drôle et hyper réjouissant. C'est Aucassin et Nicolette. C'est un livre en fait qui, aussi bien sur le fond que sur la forme, est juste incroyable. L'histoire d'Aucassin et Nicolette, c'est celle d'Aucassin qui est le fils du comte de Beaucaire et qui est très amoureux de Nicolette. Nicolette, c'est une jeune fille qui était esclave sarrasine, mais qui a été élevée par un vassal du comte de Beaucaire. Donc pour les parents d'Aucassin, Nicolette en fait elle est d'un rang inférieur à Aucassin, donc ils peuvent pas se marier, c'est une mésalliance. Et comme Aucassin ne veut pas être séparé de Nicolette, les parents d'Aucassin la prennent et l'enferment. À ce moment-là, Aucassin il déclare que puisqu'il a pas sa Nicolette, il ne veut rien faire, donc il ne veut pas faire la guerre pour défendre son royaume qui est en train d'être attaqué. Et comme il est considéré comme fou par son père, celui-ci le fait enfermer dans une tour. Nicolette parvient à s'échapper, elle va le voir dans la tour,
elle lui donne une de ses mèches, ils échangent des serments d'amour, et elle s'enfuit. Et comme elle a disparu, la famille de Aucassin délivre Aucassin, et elle fait passer un message, elle est dans la forêt, elle fait passer un message par des bergers, pour dire à Aucassin, bah écoute, viens me rejoindre. Donc ils s'enfuient tous les deux, ils vont dans un pays qui s'appelle le pays de Torlor, où en fait tout est renversé puisque c'est le mari qui reste à la chambre après l'accouchement, c'est la femme qui prend les armes pour aller à la guerre, et la guerre en fait elle se fait avec du fromage, des pommes et des champignons. Donc on se tue pas du tout. Et donc ils sont très bien tous les deux dans ce pays, très bien accueillis, jusqu'au jour où le pays de Torlor est lui aussi attaqué, mais là vraiment par des gens. Donc Aucassin et Nicolette sont séparés, et Aucassin arrive à retourner en fait chez lui, où il découvre que en son absence ses parents sont morts, donc il est héritier, il devient lui-même le comte de Beaucaire. Alors que Nicolette, de son côté, elle arrive en fait à Carthagène, où elle découvre qu'en fait elle a une réminiscence, qu'en fait elle est la fille du roi de Carthagène, et qu'elle a été élevée étant enfant comme esclave. Et donc elle se fait reconnaître de son père, qui est super content de la voir, mais comme elle se languit d'Aucassin, elle s'enfuit, elle se barbouille le visage de noir, elle se fait passer pour jongleur, et elle arrive à la cour d'Aucassin, où elle se met à chanter les amours de Aucassin et Nicolette, et finalement elle se fait reconnaître d'Aucassin, et donc là voilà, ils sont super heureux, ils se marient, ils vivent très longtemps, très heureux, etc. Donc vous voyez, c'est un livre qui est en fait plein d'aventures et de fantaisie. J'adorerais le prendre au pied de la lettre en se disant waouh, c'est hyper moderne en fait, c'est trop bien, regardez, c'est Nicolette qui prend toujours les devants, qui est super forte, alors que c'est Aucassin qui est la demoiselle en détresse, et je vous assure que l'auteur insiste beaucoup sur le fait que Aucassin vraiment passe son temps à pleurer. Mais, ça serait une lecture quand même anachronique, il faut le dire. En fait, il s'agit plutôt d'une parodie de différents genres qui étaient très courants à l'époque. D'abord le récit idyllique, en fait, qui vient de l'Antiquité, qui raconte une histoire sentimentale. Ensuite la pastourelle, qui est un poème qui raconte l'histoire d'amour entre bergers, ou bien une bergère et un chevalier. C'est également une parodie de la chanson de geste, donc le récit épique où on célèbre les exploits guerriers du temps passé. Et surtout, c'est quand même une parodie de la littérature courtoise, qui illustre en fait à travers le sentiment amoureux les valeurs de l'époque, qui sont la force, la dévotion, l'esprit de sacrifice, la générosité et l'élégance. Pour appuyer le côté parodique, ce livre utilise en fait 3 ressorts principaux de la comédie. D'abord le contre-pied en fait, qui prend ici la forme du renversement des valeurs. Ce renversement des valeurs, il se voit d'abord dans les noms en fait des personnages, puisque Aucassin c'est un fils de chrétien, sauf qu'en fait il a un nom qui a priori est sarrasin, puisque ça vient de l'arabe al-Khazin. Alors que Nicolette, qui est elle en fait une sarrasine, elle porte un nom qui lui vient vraiment d'un nom français, on va dire, puisque c'est Nicolas, Nicolette. Mais j'ai lu une autre explication peut-être sur le nom des personnages. Aucassin, ça pourrait venir du provençal Oka, qui veut dire roi, et donc ça renverrait en fait Aucassin au fait d'être un personnage un peu niais, mais finalement un peu sympathique. Alors que Nicolette pourrait venir de l'occitan Nika, qui veut dire futée, donc ça voudrait dire celle qui est futée, etc. Donc comme je le disais, Aucassin il a un comportement qui est complètement à l'encontre des valeurs de l'époque, donc c'est là qu'on voit le contre-pied, parce que d'abord en fait il n'agit guidé que par d'autres, il ne prend jamais d'initiative, il refuse de faire ce qu'on attend de lui, par exemple se battre. Lorsque il accepte de se battre pour son père parce que son père lui a promis que il pourrait embrasser Nicolette, il va se battre, et en fait son père après lui dit ah non mais moi j'avais rien promis. À ce moment-là, ce que fait Aucassin, c'est qu'il délivre l'ennemi juré de son père qu'il avait capturé en lui disant voilà, puisque mon père est un traître, je vous renvoie de liberté, faites ce que vous voulez, détruisez le royaume. Donc c'est un comportement en fait qui est considéré comme celui d'un fou. Et lorsque il va au pays de Torlor, où là il commence à prendre les armes pour vraiment se battre, on lui dit mais attendez, vous êtes en train de tuer des gens, nous c'est pas du tout comme ça qu'on fait la guerre, nous c'est avec
les champignons, les pommes et le fromage, comme je disais. Donc ça, c'est Aucassin qui a un comportement presque antisocial. À côté de ça, Nicolette, c'est vraiment celle qui est débrouillarde, celle qui est futée. Elle est toujours courageuse, elle se sort en fait toujours seule des situations. Et c'est elle qui va voir Aucassin dans sa tour alors que lui est enfermé et qu'elle est libre. Et enfin, c'est elle qui parvient à la fin à trouver une résolution à leur problème initial, puisque le problème initial c'est que c'était une mésalliance. Et comme elle découvre qu'en fait elle est la fille du roi de Carthage, donc elle est une fille de roi, donc évidemment ils peuvent se marier. Donc on voit que les rôles genrés sont complètement renversés. Un autre effet de la comédie, c'est l'exagération qui porte en fait surtout sur les ravages de l'amour. Puisque dans la littérature courtoise, l'amour est vraiment porté au pinacle, et ici en fait ça montre que chez Aucassin, l'amour fait des ravages, l'amour est décrit comme une fièvre chez lui, il l'empêche d'agir comme il devrait agir, alors que chez Nicolette, c'est un amour en fait qui est plus discret, qui est plus sincère, qui justement sait prendre des risques, donc l'auteur nous montre que finalement l'amour de Nicolette est peut-être encore plus sincère que celui d'Aucassin. En tout cas, ça vient en fait réfuter, ou en tout cas se moquer par l'exagération de la littérature courtoise, je disais, et de ces récits où l'amoureux, l'amant en fait, est porté à faire des sacrifices, par exemple comme dans Le Chevalier à la charrette de Chrétien de Troyes. Dans Le Chevalier à la charrette, tous les sacrifices que fait Lancelot pour celle qu'il aime, Guenièvre, ça permet de montrer en fait son esprit de sacrifice, sa grandeur d'âme, ce qui le rend donc digne de gagner sa dame. Donc tout ça, c'est pas du tout ce qui arrive à Aucassin. Lui, il est en fait plutôt détruit par son amour qu'il n'arrive pas à gérer. L'auteur se moque aussi en les exagérant des ficelles un petit peu éculées, des récits idylliques, c'est-à-dire la razzia par des sarrasins, la belle sarrasine qui se convertit, la séparation des amants, la reconnaissance, les déguisements, bref, c'est un peu des clichés dans la littérature du Moyen-Âge et l'auteur d'Aucassin et Nicolette s'en moque. Enfin, le troisième élément de comédie, c'est l'aspect bouffon. La bouffonnerie, elle est surtout incarnée en fait dans l'épisode du pays de Torlor, puisque les ustensiles, les objets que les gens utilisent pour faire la guerre, donc c'est les champignons, le fromage et le fromage frais et les pommes blettes, c'est en fait un motif caractéristique dans la littérature du Moyen-Âge, c'est les attributs des fous, c'est les objets qu'utilisent les fous pour faire la guerre, en fait ils utilisent ces objets-là. Et c'est intéressant parce que cet aspect bouffon, en fait, il permet de redonner une forme de grandeur à Aucassin, puisque à ce moment-là, lui se met à agir de manière correcte pour nous, puisque lui se met à faire la guerre vraiment en tuant des gens. On lui dit mais non, c'est pas comme ça. Donc il est fou au pays des fous, donc en fait il devient sage, on va dire. C'est là qu'il acquiert une forme de sagesse. Donc au-delà de l'aspect parodique, c'est quand même une histoire d'amour qui est touchante, avec plein d'aventures, avec un suspense prenant et un véritable caractère comique qui permet d'aborder de nombreux genres littéraires dans une même histoire. Donc c'est vraiment un livre assez incroyable à lire, mais en plus de son histoire, il a quand même une forme qui est très particulière et qui mérite qu'on s'attarde un tout petit peu dessus. C'est un livre en fait qui est complètement unique, il appartient au genre de la chantefable ou cantefable, et en fait c'est le seul représentant de ce genre, puisque c'est à la fin du livre qu'il dit appartenir à ce genre. C'est vraiment les derniers vers que je retrouve. Oui, c'est ça. Donc il est écrit, je vous le lis dans la traduction française: Maintenant qu'Aucassin et Nicolette ont trouvé le bonheur, notre chantefable se termine et je n'ai plus rien à dire. Donc en fait, on ne connaît les caractéristiques de ce genre de la chantefable que à travers Aucassin et Nicolette, dont en fait on n'a qu'un seul manuscrit. Le fait d'avoir qu'un seul manuscrit, ça fait qu'on peut pas comparer les manuscrits entre eux et voir les différentes versions et voir les différentes formulations, les erreurs éventuellement aussi dans les manuscrits. Ici, en fait, il s'agit d'un manuscrit du XIIIe siècle qui a été écrit en picard par un seul auteur. On le voit à la façon dont il est formulé. On ignore l'identité
l'identité de cet auteur, puisque au Moyen-Âge, en fait, il n'y avait pas vraiment de notion d'auteur. D'ailleurs, en fait, beaucoup d'œuvres, les personnes qui les écrivaient, c'était pas forcément leurs inventeurs, ils étaient de simples retranscripteurs de poèmes oraux qu'ils avaient entendus ou qu'ils interprétaient. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que c'était une personne qui était très cultivée, puisqu'il y a énormément de références à d'autres œuvres de la même époque. Il est possible que l'absence d'autres manuscrits soit due au fait que c'est une histoire qui n'a pas eu beaucoup de succès, et donc, comme elle n'a pas eu beaucoup de succès, elle s'est pas diffusée, et donc il n'y a pas beaucoup de manuscrits qui ont été faits et qui sont parvenus jusqu'à nous. Puisque si une histoire était connue, si c'était un hit, on va dire, du Moyen-Âge, il était beaucoup reproduit, c'est le cas par exemple de la chanson de Roland. Dans Aucassin et Nicolette, il y a une forme assez étonnante, puisqu'il y a une alternance en fait entre parties chantées et parties qui sont dites. C'est comme ça que vraiment ça se présente. Il est écrit à chaque fois parler, récit et dialogue, ou bien chanter. Les parties chantées, souvent, elles s'attardent en fait sur un moment en particulier, elles permettent voilà, d'avoir une discussion sur un sujet, par exemple lorsque Aucassin et Nicolette discutent de qui aime le plus, l'homme ou la femme. Et la partie qui est parlée, elle, souvent, elle fait avancer un petit peu plus vite l'histoire, puisque c'est là que se déroule l'action. Pourquoi est-ce qu'il y avait cette alternance? Est-ce que c'est parce qu'il y avait deux jongleurs qui récitaient l'un après l'autre, et donc qui pouvaient se répondre? Est-ce que, au contraire, il y avait encore plus que de chanteurs, il pouvait peut-être y en avoir jusqu'à 4 ou 5? Ou bien est-ce qu'il y avait qu'un seul chanteur, jongleur? Ça lui permettait juste en fait de créer du rythme dans son histoire. Bon, on sait pas trop, donc on peut faire que des suppositions. En tout cas, c'est une œuvre qui, à travers les siècles, peut-être pas à son époque, mais en tout cas plus tard, a été vraiment considérée comme un bijou et un chef-d'œuvre. Elle a fait l'objet de plusieurs réécritures, réinterprétations. Par exemple, au XVIIIe siècle, il y a eu une nouvelle histoire qui s'appelait Ismire et Étoilette, ou même une parodie, donc j'adore le titre, c'est Marcassin et Tourlourette. C'est assez drôle de se dire que c'est une parodie de ce qui était déjà une parodie. Donc peut-être pour achever de vous convaincre, je signalerai que cette édition, elle est en fait bilingue, donc sur le côté gauche vous avez la version en picard et vous avez ici la version en français moderne. Donc vous voyez, en fait, c'est déjà un livre qui est assez petit, donc il faut se dire qu'il n'y a que la moitié qui est à lire dedans, et j'ai compté en fait la partie en français moderne, ça fait 60 pages, donc en fait ça se lit en quoi, 1h30. Donc c'est une lecture rapide et réjouissante d'un chef-d'œuvre. Franchement, j'ai envie de dire what else, qu'est-ce que vous attendez pour le lire? Donc je vous conseille vraiment, vraiment, vraiment largement Aucassin et Nicolette, c'est un petit bijou. Le second cliché, c'est que la littérature du Moyen-Âge, elle serait trop référencée et incompréhensible. Donc, je ne suis pas du tout d'accord avec ça, vous l'aurez compris. Et pour vous le prouver, je vais vous parler du best-seller du Moyen-Âge. Vraiment, l'histoire la plus connue, c'est la chanson de Roland. C'est une histoire qui est écrite en vers et qui a une intrigue en fait assez simple et qui met brillamment en scène des comportements chevaleresques qu'on associe encore maintenant au Moyen-Âge. Et je vais vous expliquer pourquoi elle a fait aussi l'objet de réappropriation idéologique. L'histoire, elle est assez simple, c'est celle du roi Charlemagne qui a un neveu, Roland, qu'il adore. C'est un jeune chevalier qui est fougueux, qui est valeureux, qui est admiré de tous, mais il s'entend pas du tout avec Ganelon qui est le mari de sa mère. Alors que Charlemagne cherche un émissaire pour aller conclure une paix avec Marsile, le roi de Saragosse, qui est connu pour être particulièrement fourbe, Roland propose à Ganelon d'y aller, ce qui est quand même un gros risque en fait pour Ganelon. Donc Ganelon va à Saragosse et il se dit qu'il va en profiter pour provoquer la perte de Roland avec qui il ne s'entend pas. Donc il passe un pacte avec Marsile de Saragosse,
ils s'entendent pour que Marsile fasse comme s'il faisait la paix avec Charlemagne, et lorsque Charlemagne en fait sera avec toute son armée dans les Pyrénées, Marsile attaquera l'arrière-garde de l'armée de Charlemagne, arrière-garde qui sera conduite par Roland, et donc ça sera l'occasion en fait pour Marsile de tuer Roland. Donc tout se passe comme Ganelon l'avait prévu, c'est-à-dire que Roland est à la tête de l'arrière-garde et se fait attaquer par les troupes de Marsile. Et en fait il est censé appeler de l'aide avec son olifant, mais il refuse de le faire parce qu'il veut se battre, etc. Mais au bout d'un moment, il voit ses amis tomber les uns après les autres, donc il est bien obligé de sonner de l'olifant. Charlemagne, qui est à la tête de l'armée, l'entend et il chevauche avec Ganelon, il dit « Ah mais il y a peut-être un problème », Ganelon lui dit « Mais non, attends, c'est encore Roland qui est en train de faire le malin, il est à la chasse, il prend son olifant, on va pas faire attention ». Et l'olifant sonne, et au bout d'un moment, Charlemagne y va et il trouve son arrière-garde massacré, Roland et tous ses amis tués. Il est fou de rage, il va à la poursuite de l'armée de Marsile qu'il massacre, et ensuite il retourne à Aix-la-Chapelle, donc c'est sa capitale, la capitale de son empire, et là il rencontre Aude, la belle Aude, qui était la fiancée de Roland et qui meurt de chagrin devant ses yeux lorsque Charlemagne lui apprend que Roland est mort. Et donc Ganelon, qui est considéré comme un traître, va être jugé par le biais d'un duel judiciaire, et il perd le duel judiciaire, donc il est condamné à être mis à mort, ainsi que toute sa famille qui l'a soutenu. Donc vous voyez, c'est une histoire en fait qui est assez simple, avec pas beaucoup de protagonistes d'ailleurs. C'est l'histoire de la trahison de Ganelon pour des raisons de vengeance personnelle, et la trahison de Marsile pour des raisons géopolitiques. Donc c'est une trahison qui en fait essaie de faire du mal à l'incarnation de la chevalerie, c'est-à-dire Roland et donc par extension Charlemagne son roi, mais finalement le bien et le mal qui s'affrontent voient le bien triompher, puisque même si Roland meurt, Charlemagne arrive à triompher de Marsile de Saragosse et fait tuer Ganelon. Roland, c'est l'incarnation du chevalier qui est courageux jusqu'à l'excès, et finalement c'est sa colère contre Ganelon qui le perdra. Ça m'a fait penser, je sais pas si c'était conscient ou non, en fait à Achille et sa colère homérique, puisque c'est le début de l'Iliade, je crois que c'est Chante muse la colère d'Achille, etc., qui a failli faire perdre la guerre aux Grecs. Et ce chevalier, en fait, voilà, il est fougueux, mais il est aussi honnête, il est sincère, il est fidèle à son roi et à ses amis jusqu'au bout. Il refuse également de laisser son épée légendaire Durandal tomber entre les mains de l'ennemi comme un vulgaire butin. Donc c'est un épisode assez connu de la chanson de Roland. Il essaie de la briser en fait sur un rocher, mais Durandal est tellement waouh que en fait elle brise le rocher en deux. Donc il y a beaucoup d'endroits en France qui se prétendent être justement le rocher coupé par Roland. Je vais vous mettre par exemple une image de ce qu'on appelle la brèche de Roland au cirque de Gavarnie dans les Pyrénées. Donc ce petit épisode en fait il fait passer Durandal au rang de ces épées légendaires, un peu comme Excalibur qui pouvait être retiré de son rocher que par le roi véritable Arthur. Et donc, qui dit épée légendaire, dit héros légendaire qui la manie. Dans cette épopée, chaque personnage est caractérisé en fait par une qualité. Donc il y a le preux Roland, il y a le traître Ganelon, il y a le souverain Charlemagne, il y a la belle Aude qui est fidèle jusque dans la mort à Roland. Et il y a aussi Olivier dont j'ai pas encore parlé, c'est Olivier le Sage, qui est un des amis de Roland et qui est celui qui en fait a compris qu'ils avaient été trahis par l'armée de Marsile, et donc qui très vite dit à Roland « mais sonne de ton olifant ». Et Roland refuse parce qu'il veut pas admettre qu'ils ont été trahis, et donc malheureusement ils perdent du temps, et peut-être que si Roland avait sonné plus tôt de son corps, peut-être qu'il aurait
ils auraient eu de l'aide et ne seraient pas morts, mais bon, on ne saura jamais. Il y a ainsi un vers très célèbre qui pose en fait les caractéristiques des personnages, qui dit « Roland est preux et Olivier est sage, ils ont tous deux un merveilleux courage, et puisqu'ils sont à cheval et en armes, ils aimeraient mieux mourir qu'esquiver la bataille. » On peut se dire que en fait, ces personnages ils manquent de profondeur, mais il faut se dire qu'en fait la psychologie et l'individualisme c'est quelque chose qui n'existait pas vraiment dans la littérature du Moyen-Âge, donc c'est pas la fonction en fait qu'ont les personnages, c'est des personnages qui en fait font partie d'une épopée, donc en fait ils participent d'un souffle épique que recherche l'auteur. Ce souffle épique il est recherché par des auteurs jusqu'à maintenant, ça va de l'épopée de Gilgamesh qui est le texte le plus ancien connu il me semble, jusqu'à Le Seigneur des Anneaux, Germinal de Zola, Les Misérables de Victor Hugo, etc., etc. Selon l'historien Ian Short, le propre de l'épopée est d'étancher la soif de rêve qui est celle de chacun et de valoriser la communauté dans la durée et dans la continuité de son histoire. Donc la chanson de Roland, c'est considéré comme la plus ancienne épopée du Moyen-Âge. Elle a été créée au XIe siècle lorsque le genre de l'épopée se stabilise par rapport à l'Antiquité. Il y a plusieurs manuscrits qui existent de cette histoire, mais la plus ancienne, la plus complète et celle à laquelle en fait on fait référence en général, c'est ce qu'on appelle le manuscrit d'Oxford, puisqu'il est conservé à Oxford. C'est un manuscrit qui a été rédigé en langue anglo-normande, qui était la langue que parlait l'élite d'Angleterre à ce moment-là. À l'époque, les jongleurs récitaient en fait les histoires dans les cours notamment, en les mimant. C'est pour ça qu'on parle de chansons de gestes. Et on retrouve dans ces histoires de nombreuses répétitions, des clichés, des espèces d'invocations qui permettent en fait aussi bien aux spectateurs qui étaient massivement analphabètes de se remémorer en fait l'histoire puisqu'ils pouvaient pas la lire sous les yeux, et les jongleurs eux-mêmes en fait ça leur faisait des choses sur lesquelles s'appuyer dans leur récit, dans leur manière de raconter, puisque eux non plus n'avaient pas accès à une version écrite, ils l'avaient entendue et ils se mettaient à la réciter. Donc vous voyez, dans cette histoire, il y a un peu tous les ingrédients pour en faire une œuvre canonique, mais il faut se rendre compte qu'en fait, elle est elle-même le fruit d'un remodelage idéologique. Pour le contexte historique auquel se réfère la chanson de Roland, en fait, au 8e siècle de notre ère, la dynastie arabe des Omeyyades arrive d'Afrique par le détroit de Gibraltar et prend possession de toute la péninsule ibérique. Donc elle conquiert ce territoire qu'on appelle l'Hispanie et qui à l'époque était aux mains des Wisigoths, et donc les Omeyyades installent un califat. À plusieurs reprises, la dynastie des Omeyyades, les Sarrasins, ont essayé de faire des incursions en fait dans le royaume franc, mais ils n'y sont pas vraiment arrivés. Par exemple, on nous parle souvent à l'école de la bataille de Poitiers remportée par Charles Martel contre les Arabes. Mais donc ce territoire conquis, en fait, il y avait une volonté de reconquête de la part des chevaliers ibériques, mais ça prenait pas vraiment un sens idéologique. Ce sens idéologique, en fait, on l'a greffé a posteriori, plutôt à partir du 19e siècle, on a appelé ça la Reconquista, le fait de reconquérir ce territoire aux Sarrasins. Mais en fait, la Reconquista, c'est un processus qui a duré 700 ans, puisque c'est allé du 8e siècle jusqu'en 1492, avec la prise de Grenade par les troupes des royaumes d'Aragon et de Castille, qui là signent vraiment la fin de cette occupation arabe en Hispanie. Donc vous voyez cette lutte entre voilà, les Sarrasins, les musulmans et les francs, les chrétiens. C'est un peu la notion aussi de guerre sainte, de lutte contre une religion étrangère. Roland, c'est l'incarnation du preux-chevalier, du français, qui se bat contre les perfides sarrasins. C'est une histoire qui a été écrite à l'époque en fait où il y avait des croisades. Donc les croisades en fait, c'est une volonté de la part des seigneurs des royaumes européens chrétiens
pour rétablir l'accès à Jérusalem et permettre à nouveau les pèlerinages jusqu'au Saint-Sépulcre, qui était possible jusqu'ici par les autorités alors en place de Jérusalem, mais les nouveaux maîtres de Jérusalem, que sont les Turcs, avaient interdit l'accès au tombeau. Donc c'est ce contexte-là, en fait, c'est ce point de départ des croisades. Par ailleurs, dans la chanson de Roland, on fait référence à la bataille de Roncevaux qui a eu lieu en 778, donc c'est à la bataille de Roncevaux que Roland est mort. C'est une bataille qui a réellement eu lieu. Il y a un village, il y a un col de Roncevaux en Espagne, mais on ne sait pas vraiment où a eu lieu la bataille. Ce qu'on sait, donc ça c'est vraiment ce qui est attesté, c'est qu'il y a bien eu une embuscade de l'arrière-garde, mais c'était pas du tout par des Sarrasins, c'était par des Vascons, c'est-à-dire des Basques. Donc il n'y a pas du tout de notion de religion étrangère. Et on sait également qu'il y a un dénommé Roland qui est mort, c'était le préfet des Marches de Bretagne, donc c'était un personnage important à l'époque. Il y a d'autres nobles notables qui sont morts lors de cette bataille, mais voilà, c'est la seule base qu'on ait, et là-dessus la légende a brodé sur ces épisodes somme toute assez banals. La chanson de Roland, ça appartient à un ensemble, à un cycle de Charlemagne, ou qu'on appelle aussi la Geste du Roi, qui est une transposition poétique des guerres menées par Charlemagne, et qui met en scène des personnages, des fonctionnements et des sentiments assez spécifiques, puisque ce sont dans la Geste du Roi, on a donc ces barons qui sont serviteurs du roi. Ça montre aussi le service féodal de ces seigneurs qu'ils doivent au roi. On montre ce que c'est l'honneur féodal, on montre la vaillance combative et le caractère intrépide des personnages. Donc en fait, c'est une transposition poétique de la mise en place de la féodalité. Charlemagne d'ailleurs dans les différentes histoires qui composent la Geste du Roi, on le voit d'ailleurs dans la chanson de Roland, il est souvent dit qu'il est entouré de 12 chevaliers, ce qui en fait n'a aucune base historique, mais ça lui donne un côté un peu mythique. C'est comme les chevaliers de la table ronde, je sais plus s'ils étaient 12 ou pas, bon bref, mais voilà, 12 c'est ce nombre un petit peu magique qu'on retrouve partout. Donc pour conclure, je dirais que les grandes histoires, c'est celles qui sont en fait à la fois extrêmement simples, mais qui savent toucher l'universel et encore de nos jours nous parler. Donc c'est pour ça que je vous conseille très largement la lecture de la chanson de Roland. Ensuite, pour continuer à explorer les clichés sur la littérature du Moyen-Âge, je voudrais signaler le fait qu'on dit souvent que c'est toujours des histoires de chevaliers, et s'il y a quand même un livre qui montre que ça n'est absolument pas le cas, c'est vraiment le Décaméron de Boccace. C'est un recueil de nouvelles qui a été écrit en florentin, donc en Italie, entre 1449 et 1453. C'est le premier recueil de nouvelles de l'histoire de la littérature. Son auteur, on l'appelle en français Boccace, mais en italien c'est Boccaccio, donc il s'appelait Giovanni Boccaccio. Il est né en 1313 et mort en 1375. Il est considéré comme un des pères de la littérature italienne. D'ailleurs, pour la petite anecdote, il était très ami avec Pétrarque, qui est considéré comme le plus grand poète italien et peut-être le plus grand poète de tout le Moyen-Âge. Mais finalement, il s'est dit « Ah, je suis vachement moins bon que Pétrarque, tiens, je vais me tourner vers la prose ». Et franchement, on l'en remercie quand on voit ce que c'est le Décaméron. C'est en fait une forme qui est très originale, c'est celle de 100 nouvelles, puisque c'est ce que ça veut dire en grec, Décaméron. Déca, ça veut dire 100, et donc c'est le livre des 100 jours. Donc le Décaméron, en fait, il prend la forme originale de 100 nouvelles. Donc l'histoire de base, c'est celle de 10 jeunes personnes, je crois que c'est 7 femmes et 3 hommes, qui, en pleine épidémie terrible de peste noire à Florence, décident de quitter la ville et d'aller dans un espace un peu enchanteur, un domaine magnifique où ils pourront vivre leur best life tout simplement. Et en fait,
Parmi tous les loisirs qu'ils vont pratiquer là-bas, ils vont décider chaque jour que chacun devra raconter une nouvelle. Donc comme ils sont 10, ça va se dérouler sur 10 journées, et donc ils vont raconter 100 nouvelles en tout. Et ça sera sur des thèmes différents chaque jour. Ça peut être l'amour heureux, l'amour malheureux, les tours qu'un mari joue à sa femme ou qu'une femme joue à son mari, des occasions où des gens ont fait preuve d'ingéniosité, etc. Donc l'histoire de base, en fait, elle montre un cadre qui est bucolique, idéal, avec des jeunes gens qui sont nobles, qui sont insouciants, qui sont amoureux, qui sont élégants, qui sont courtois. Et en fait, ça montre l'idéal chevaleresque du Moyen-Âge, mais ça porte aussi en germe, je pense, j'espère pas faire d'anachronisme, le mélange en fait du modèle médiéval, donc cet idéal chevaleresque, avec l'idéal culturel de la Renaissance, qui sera concrétisé par ce fameux livre, le livre du courtisan de Baldassare Castiglione, qui sera écrit au XVIe siècle, donc 200 ans après. Et le livre du courtisan, en fait, c'est à l'origine de cet idéal qu'on retrouvera plus tard, notamment au XVIIIe siècle, celui de l'honnête homme. Je parlais du cadre bucolique et idéal, moi je le trouve un peu utopique. Alors attention, parce que le concept d'utopie c'est assez anachronique par rapport à l'époque à laquelle Boccace écrit le Décameron. L'utopie, c'est un terme qui a été inventé, il me semble, par Thomas More dans son livre Utopie. Donc Thomas More, il a écrit plutôt au XVe siècle, je crois. Mais ce cadre, en fait, qu'on va qualifier d'utopique, il tranche avec la description qui est faite au début dans l'introduction par Boccace. Une introduction assez longue où, en fait, il décrit l'épidémie de peste noire à Florence. Donc c'est vraiment extrêmement violent. Franchement, c'est assez impressionnant à lire parce qu'il nous montre vraiment l'effondrement d'une société, et donc ces jeunes gens en fait recréent une autre forme de société, on va dire, dans ce cadre idyllique où ils se racontent des histoires. Dans son prologue, Boccace dédie son travail aux femmes. Il dit d'ailleurs qu'il va écrire en fait pour les distraire. Et finalement, il a un discours assez moderne qui a été noté dès sa parution. Ce discours en fait assez moderne, c'est le fait qu'ils disent mais les femmes elles sont recluses chez elles à faire de la broderie, alors que les hommes, eux, ils ont le droit de sortir, de faire toutes les activités qu'ils veulent, c'est pas juste. Donc voilà, il y a un discours assez moderne de Boccace. N'allons pas jusqu'à parler de féminisme non plus, ça serait anachronique. Mais en tout cas, c'est assez notable. Par contre, quand même, de temps en temps, il y a des sacrés petits coups de griffe à l'encontre des femmes. Donc voilà, c'est peut-être à balancer, disons. C'est un livre qui met en scène, et c'est pour ça que je vous en parle dans le cadre de ce cliché-là de oui, que d'histoire du chevalier, c'est un livre qui met en scène, en fait, toutes les couches de la société. On retrouve des rois, des seigneurs, des commerçants, des banquiers, des mendiants, des moines, des paysans, des artisans. C'est vraiment toute la société de l'époque qui est mise en scène dans ces nouvelles. Et c'est l'occasion en fait pour Boccace de montrer l'émergence de cette bourgeoisie commerçante qui est de plus en plus cultivée, et qui, avec ces villes qui en fait s'agrandissent de plus en plus à l'époque, voilà, cette bourgeoisie elle se développe et petit à petit en fait elle supplante l'ancien ordre qui est aristocratique et chevaleresque. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a une morale qui est hyper changeante dans les histoires, ce qui à mon avis illustre en fait la perte de vitesse progressive de la morale chrétienne dans la société, et cette morale chrétienne, je pense qu'elle est supplantée par une forme de morale plus pragmatique, et je pense de plus en plus individualiste, ce qui va amener aussi, ce qui annonce, mais c'est quand même des siècles plus tard, voilà, l'humanisme de la Renaissance dont je parlais, mettre l'homme au centre de l'univers, etc. Dans le Décameron, Boccace critique aussi beaucoup les moines, avec un cliché qui est très très répandu au Moyen-Âge et qu'on voit un petit peu partout. C'est le cliché du moine qui est gras, qui aime manger, qui aime boire, qui aime coucher avec des femmes, qui est vraiment pas très religieux. C'est une critique qui est très très virulente, qui est très classique, qu'on retrouve régulièrement, mais qui est très virulente chez Boccace.
Donc je trouve qu'il y a un discours qui est en fait quasiment anticlérical. Parfois il y a des personnages qui sont bien, hein, de moines, je veux dire, qui sont pas présentés de manière négative, mais globalement il y a un discours assez anticlérical, mais par contre c'est pas un discours anti-religieux pour autant. Je pense que il y a des références régulières qui sont faites justement à la foi, etc. Mais je pense que c'est plutôt justement une dénonciation du fait que avec cette sécularisation du pouvoir ecclésiastique, voilà, tous ces monastères, c'est dénoncer en fait ce manque de sincérité de certains moines au profit d'une vraie religion qui, elle, serait attachée vraiment à l'esprit plutôt qu'à la lettre. Dans toutes ces histoires, il y a différents registres qui sont utilisés. Il y a le registre de la farce, du grotesque, il y a beaucoup de récits picaresques, c'est-à-dire avec de nombreuses aventures. On retrouve quand même le registre pathétique, voire carrément tragique, le genre héroïque. Et en fait, c'est assez étonnant parce qu'on parle d'histoires d'amants qui sont prêts à se donner la mort pour ne pas être séparés, à l'histoire d'une femme qui cache son amant dans un tonneau quand son mari revient à la maison. On retrouve d'ailleurs dans ce type d'histoire-là l'influence des fabliaux, qui étaient ces petits récits populaires assez simples du Moyen-Âge, qui visaient à faire rire, mais qui parfois, pas toujours, mais parfois avaient une morale, une petite morale à la fin, quoique parfois assez ambiguë dans les fabliaux. Et ça, c'est vraiment cette ambiguïté, c'est assez étonnant, on la retrouve beaucoup chez Boccace. Par exemple, il y a une nouvelle que je trouve hyper drôle qui raconte l'histoire d'une princesse qui était promise à je ne sais quel roi et en fait elle est enlevée, comme elle est très belle, elle est enlevée par un chevalier et en fait elle est régulièrement enlevée par des seigneurs, des chevaliers, etc. qui tombent tous amoureux d'elle, qui s'entretuent pour être avec elle. Ils couchent constamment avec cette princesse et en fait à la fin il se trouve que par un concours de circonstances, elle se retrouve récupérée par des gens du royaume, du roi qu'elle devait épouser, donc elle retourne auprès de son roi. On peut se dire, mais le problème c'est qu'elle est plus très vierge quand même, la cocotte. Et donc je vous lis la morale de Boccace. Et elle, qui avait couché avec 8 hommes, peut-être 1000 fois, auprès de son époux prit place comme pucelle, lui laissant croire qu'il en était bien ainsi. Devenue reine, elle vécut heureuse longtemps avec lui. Et c'est pourquoi l'on a dit « Bouche baisée ne perd point bonne fortune, mais bien se renouvelle comme la lune ». Donc c'est régulièrement extrêmement grivois le Decameron, donc c'est très très drôle à lire de ce point de vue. Je trouve que la véritable morale en fait qu'il faut trouver dans le Decameron, c'est que ce qui compte en fait le plus pour l'auteur, à mon avis, c'est l'amour. Ça peut être aussi bien au sens noble que au sens trivial, au sens de la sexualité. Par exemple, il y a régulièrement des cas d'adultère dans le Decameron, et en fait, c'est pas forcément présenté comme quelque chose de mal, c'est même considéré comme un véritable droit, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, parce que pour l'auteur, ça doit être en fait guidé par... en fait, il est surtout important que les gens soient guidés par le sentiment amoureux et le souhait de se donner mutuellement du plaisir sexuel. Par exemple, il y a plusieurs cas de nouvelles dans lesquelles il y a une femme qui trompe son mari, et en fait, c'est considéré comme normal, on considère qu'en fait, elle est dans son bon droit et elle a même raison de le faire parce que son mari ne la satisfait pas assez sexuellement ou bien parce que son mari est homosexuel. Donc voilà, ce qui compte c'est vraiment qu'elle puisse assouvir ses appétits sexuels comme elle le souhaite. En tout cas, c'est vraiment la morale qui nous est donnée par Boccace. Donc évidemment, vous vous doutez, c'est valorisé dans le livre, mais je suppose très fortement que à l'époque, c'était pas du tout aussi autorisé dans la vraie vie, mais peut-être que c'est un souhait qu'aimait Boccace qu'on puisse vivre comme ça. Évidemment, vu tout ce que je vous raconte, vous vous doutez que c'est un livre qui a été à plusieurs reprises condamné et même brûlé, par exemple à l'époque de Savonarola,
mais en fait il était déjà tellement répandu dans la société que en fait ça servait à rien de le faire brûler, tout le monde le connaissait déjà. Il y a eu plusieurs réécritures du Décameron, soit qui étaient vraiment des réécritures de ce livre-là, soit qui reprenaient ce modèle des successions d'histoires. Il y en a eu dans toutes les langues. Je vous citerai par exemple d'abord les contes de Canterbury de Geoffrey Chaucer, rédigé entre 1387 et 1400, donc pas très longtemps après le Décameron. Ensuite, La Cité des Dames de Christine de Pisan en 1405, Les 100 nouvelles nouvelles en 1456-1467 par un auteur anonyme, le Rollwagenbuch-Lin ou Les joyeuses histoires à lire en diligence de York Vikram en 1555, L'Heptaméron de Marguerite de Navarre en 1558. C'est considéré l'Heptaméron comme vraiment la réécriture la plus proche du Décameron. Le Mérite des femmes de Moderata Fonte, une pionnière du féminisme en 1600. Les 100 contes drôlatiques d'Honoré de Balzac en 1832-1837. Et même de nos jours, Hyperion de Dan Simmons en 1989, qui est une réécriture de science-fiction, mais là c'est une réécriture des contes de Canterbury de Chaucer, qui est lui aussi une référence au Décameron. Donc c'est un livre qui est ultra réjouissant à lire, vraiment moi j'adore, ça a renforcé mon grand amour du Moyen-Âge. Par contre, ne faites pas ce que j'ai fait. Moi j'ai voulu le lire en fait d'une traite, et en fait c'est hyper long, ça fait plus de 800 pages, donc moi malheureusement j'ai dû arrêter à plusieurs reprises et c'était un peu pesant de le voir tout le temps sur ma table de nuit. Donc ne faites pas comme moi, je vous conseille de lire par exemple 3 journées, vous le reposez, vous le reprenez plus tard, 3 journées à nouveau, etc. Parce qu'en fait, comme il n'y a aucun lien entre les nouvelles, mis à part cette trame de fond que, en fait, voilà, qu'on n'oublie pas, ça vous permet vraiment de le découper sans difficulté. Donc soyez plus malin que moi. Donc je vous le conseille vraiment à 2000%, c'est le Décameron de Boccace. Donc j'espère que déjà avec les 3 premiers livres que je vous ai montrés, vous avez déjà la conviction que la littérature du Moyen-Âge, c'est tout sauf ennuyeux. Mais au cas où vous ayez encore cet a priori-là, il y a vraiment un livre qui est le contraire absolu de l'ennui en littérature, c'est Huon de Bordeaux. C'est un livre que peut-être, en tout cas un nom, que peut-être les amateurs de mots croisés aiment, puisque si vous faites des mots croisés, vous avez sans doute vu à plusieurs reprises une définition du genre célèbre bordelais en 4 lettres, et c'est Huon. C'est un livre que j'ai découvert en fait quand j'avais 20 ans dans un cadre universitaire, puisque je l'ai étudié pendant mes études, et pour lequel en fait j'ai développé une obsession, tout simplement. J'ai d'ailleurs été tellement obsédée par ce livre que je suis à l'origine d'une grande partie de la page Wikipédia en français Huon de Bordeaux, même si c'était il y a quand même plus de 10 ans, et depuis d'autres internautes l'ont retouché et amélioré, et je les en remercie. Huon de Bordeaux, c'est une chanson de geste qui a été écrite au XIIIe siècle, qui s'inscrit dans la geste du roi dont je parlais à propos de la chanson de Roland, puisque voilà, c'est des histoires qui se passent autour de la figure mythique de Charlemagne, mais là, en fait, ça parle plutôt d'un petit-fils de Charlemagne. Dans l'histoire, il est appelé Charlemagne, mais en fait, c'est le roi Charles II le Chauve, qui, si vous vous en souvenez, Charlemagne, bon, il a été, le vrai Charlemagne, il a été couronné en 800 à Aix-la-Chapelle, et il a eu un fils, Louis le Pieux, et Louis le Pieux ensuite a eu 3 fils, et il a fallu séparer l'immense empire de Charlemagne en 3 parties. Et Charles le Chauve, c'est celui qui a récupéré la Francie occidentale, c'est-à-dire l'ancêtre de la France, ou en tout cas d'une partie de la France. Donc ça, c'était le traité de Verdun en 843. L'histoire de Huon de Bordeaux, c'est en fait le roi Charles réunit les 12 pairs du royaume auprès de lui pour leur annoncer qu'il va abdiquer en faveur de son fils Charlot. Et ils sont tous là, les pairs du royaume, sauf un, le jeune Huon de Bordeaux. Et en son absence, il y a le traître Amaury qui en profite pour
médire de Huon auprès du roi. Donc le roi, assez remonté contre Huon, le fait convoquer, donc Huon se précipite auprès de son roi, et sur le chemin, Huon se voit chercher querelle par un chevalier anonyme, ils se battent et Huon le tue. Il arrive à la capitale du roi, Aix-la-Chapelle peut-être, j'en sais rien, et en fait, ce qu'il découvre, c'est que le chevalier qui l'a tué, c'est Charlot, en fait. C'est le fils du roi, le fils unique du roi, qui devait devenir lui-même roi, et en fait, Charlot est venu le défier parce que Amaury lui a monté la tête en lui disant que Huon allait prendre son royaume. Donc autant vous dire que le roi Charles est pas du tout content et a très envie de condamner à mort pour trahison Huon. Et en fait, ce qu'il fait, c'est que pour éviter de le tuer, puisque tout le monde lui dit « mais regardez, il a des preuves de sa bonne foi, etc. », en fait, il l'envoie quasiment à la mort, puisqu'il l'envoie faire une quête impossible, ce qui équivaut en fait à un bannissement et à une peine de mort. Donc il l'envoie faire la quête suivante, je vous lis la page Wikipédia, ça n'est pas du plagiat puisque c'est moi qui l'ai écrit. Il doit aller à Babylone, au parler du roi Godis. Lors du repas, armé des pieds à la tête, il doit décapiter le premier homme qu'il verra en entrant dans la salle, quel que soit son rang. Il doit aller vers la fille de Godis, Esclarmonde, et lui donner 3 baisers au vu et au su de toute la salle, puis présenter à l'émir Godis et à toute la cour l'ordre du roi de France de devenir ses vassaux. Puis il doit récupérer les moustaches blanches de Godis et 4 molaires. J'ai oublié de dire d'ailleurs que la mort de Charlot dans l'histoire, en fait, elle fait référence à un événement réel, c'est que le fils de Charles le Chauve, qu'on appelait Charles l'Enfant, est mort assez jeune, tué dans un accident de chasse par un de ses amis, le jeune Alboin. Donc la chanson Huon de Bordeaux raconte les aventures d'Huon pour récupérer c'est pas des artefacts, mais pour remplir les conditions du roi Charles pour être réhabilité dans son honneur. Et en chemin, il rencontre un personnage merveilleux, le personnage d'Oberon qui l'aide à plusieurs reprises dans sa quête. C'est la première fois dans la littérature qu'on voit le personnage d'Oberon, qui est un personnage légendaire qu'on croise très souvent en littérature du Moyen-Âge, et même après le Moyen-Âge, puisque si vous êtes amateur de Shakespeare, c'est la reine Titania et le roi Oberon qui se disputent dans le songe d'une nuit d'été et qui mettent sans dessus-dessous le monde des humains. Donc dans ces aventures, Huon croise des géants, un nain fée, donc ce Oberon qui est censé être fils de Jules César et de la fée Morgane. Il survit à des tempêtes, il participe à des combats épiques, il est abandonné sur une île déserte. Toutes ces aventures, en fait, pour lui, c'est l'occasion d'éprouver sa foi chrétienne et sa fidélité envers son roi. Ça a un côté un peu roman d'apprentissage, mais même si Huon, le personnage porte le nom de l'histoire, c'est pas vraiment... ce qui compte, c'est pas son individualité à lui. Je vous disais, voilà, l'individualisme, ça n'existe pas à l'époque. Ce qui compte, c'est en fait ce dont Huon est le symbole. Donc c'est le chevalier français qui est chrétien et qui est représentant à la fois de l'ordre féodal et de la quintessence du royaume, puisqu'il est un pair de France. Et Oberon, lui, il joue en fait le rôle de Deus Ex Machina qui permet de changer magiquement les éléments. Et il est d'ailleurs très explicitement présenté comme une allégorie de Dieu, en fait. Il y a un caractère hautement comique, voire même un peu burlesque, en fait, dans cette histoire, particulièrement les objets qu'il est censé ramener, la quête qu'il est censé faire, embrasser devant tout le monde 3 fois la fille de l'émir, voler les moustaches et les molaires de l'émir, décapiter la première personne qu'il verra en entrant. Et au Moyen-Âge, le fait de mêler le comique, l'héroïque, etc., c'était pas du tout quelque chose d'étrange en fait. À l'époque, c'était pas du tout problématique. Ici, le comique en fait est introduit aussi par le merveilleux. D'ailleurs, c'est la première chanson de geste qui introduit autant d'éléments magiques dans son histoire. Et je trouve que justement, dans Huon de Bordeaux, il y a un bon équilibre en fait entre les genres.
puisqu'on trouve de l'épique, on trouve du tragique, on trouve donc du comique, du merveilleux. Je trouve que ça se balance vraiment très bien. C'est aussi évidemment sans doute une parodie de la chanson de Roland, et il y a de nombreuses références à d'autres chansons de geste. Honnêtement, moi j'en connais très peu des chansons de geste, et c'est pas grave si on voit pas ces références, mais je vous le signale quand même pour information. C'est une histoire qui raconte en fait l'injustice du pouvoir du roi, et au contraire de la chanson de Roland, ici le roi Charles, donc ça n'est pas Charlemagne, même si parfois il est appelé Charlemagne, mais le roi Charles en fait est une figure plutôt négative qui abuse de son pouvoir envers son seigneur fidèle Huon qui ne renie jamais sa loyauté au roi. C'est l'incarnation en fait du pouvoir du roi qui tend à se concentrer autour d'une seule personne, et ces barons seigneurs qui avant étaient vraiment énormément partie prenante du pouvoir, petit à petit leur influence se réduit et ne deviennent que de simples sujets du roi. Ça annonce des siècles après la mise en place de la monarchie absolue. Et finalement ce que montre l'histoire, c'est que l'ordre et la justice, où le roi n'abuse pas de son pouvoir, où les seigneurs, les pairs du royaume sont vraiment partie prenante du pouvoir, cet ordre-là, en fait, il ne peut être rétabli que de manière magique par l'intervention d'Oberon. Donc finalement, il pourra jamais être vraiment rétabli, et de fait, c'est ce qui s'est passé. Moi, c'est un livre, vraiment, que j'adorerais voir adapté, genre en BD. En fait, c'est hyper visuel, c'est hyper drôle, c'est hyper prenant. Franchement, si parmi vous il y a quelqu'un qui est illustrateur et qui est intéressé, vraiment contactez-moi et je serais ravie de scénariser avec vous Huon de Bordeaux, tellement c'est exceptionnel. Peut-être signaler ici, mon édition en fait c'est chez Champion Classique. C'est une édition universitaire qui est en version bilingue. Donc ici c'est la partie en version originale qui est en vers, et il a été choisi, je trouve que c'est une très bonne idée, de le traduire en prose et pas du tout en vers. Dans l'édition que j'avais de la chanson de Roland, c'était traduit en vers, ce qui est bien, mais ça rend la lecture un peu moins facile. Et en fait ici, le fait que ce soit en prose, ça permet vraiment de rendre la lecture beaucoup plus fluide. Et moi j'ai donc une version un peu universitaire, donc un peu grosse, mais j'ai vu que ça avait été édité chez Libretto il y a quelques années avec seulement la partie en français moderne. Donc en fait, j'ai vu que ça faisait 200 pages, donc franchement c'est hyper court à lire. Donc vraiment, ce livre, je l'adore, c'est vraiment un livre qui a complètement marqué mes 20 ans et dans lequel je retombe avec plaisir. Je vous le conseille à 2000%, donc c'est Huon de Bordeaux. Enfin, une image qu'on colle souvent à la littérature du Moyen-Âge, c'est qu'en fait, elle ne parlerait que de religion. Vous avez vu dans plusieurs livres dont je vous ai parlé auparavant, vous voyez que c'était pas du tout le cas. Mais pour vous le prouver, j'aimerais vous parler du dernier livre de cette sélection, c'est-à-dire les chansons des trouvères. On connaît souvent les troubadours, mais on connaît beaucoup moins les trouvères. Au XIIe siècle émerge l'amour courtois ou fin amour, qui donnera toute une littérature très codifiée et très liée aux valeurs de l'époque, celle de la chevalerie. L'amour courtois a ses origines dans l'œuvre d'Ovide que Chrétien III a notamment traduit, par exemple l'art d'aimer, mais aussi la conception que les Grecs et les Romains pouvaient avoir de la place de Vénus et d'Eros, mais aussi peut-être, ça on n'en est pas sûr, peut-être l'influence de la poésie arabo-andalouse. Dans la littérature courtoise, les valeurs qui sont glorifiées sont le respect, l'élégance et la courtoisie, qui permettent d'atteindre le bonheur et la joie dans l'amour. Et donc cet amour courtois a été chanté par les troubadours et les troubadouresses, c'est-à-dire les femmes troubadours. L'amour courtois est apparu dans le sud de la France. La plus ancienne poésie courtoise qu'on connaisse, c'est celle de Guillaume IX d'Aquitaine, qui était le grand-père d'Aliénor d'Aquitaine. La cour d'Aquitaine était très puissante et extrêmement brillante, dans un contexte
bien au-delà de cette cour-là qui était extrêmement favorable. Je vous ai parlé au début de la vidéo de la Renaissance du XIIe siècle. Pour parler des troubadours et des trouvères, il faut parler de la question des langues. On distingue les langues d'oc et les langues d'oïl. La langue d'oc, ça correspond à l'occitan, donc c'était cette langue-là que parlaient les troubadours qui ont inventé l'amour courtois. Et c'était une langue qui était parlée dans le sud de la France, je vais vous mettre une carte, dans le Val d'Aran en Espagne, au nord-ouest de l'Italie et à Monaco. À côté de ça, les langues d'oïl, donc on dit bien les langues puisqu'il y en avait plusieurs et c'est une appellation générique, ça comprenait le picard, le champenois, le francien, etc. C'était des langues qui avaient une autre origine que la langue d'oc, et on considère que les langues d'oïl sont l'ancêtre du français moderne et non pas les langues d'oc. D'ailleurs on parle aussi parfois d'ancien français ou de vieux français, et en fait l'ancien français est lui-même un terme générique pour désigner des langues qui étaient l'ancêtre des langues d'oïl, qui sont elles les ancêtres du français moderne. J'espère que c'est assez clair, ça peut paraître un petit peu compliqué. En tout cas, le français que je vous parle vient des langues d'oïl. Par contre, que ça soit rédigé en picard, en champenois, en francien, en ce que vous voulez, c'est assez difficile à lire. C'est pour ça que d'ailleurs la plupart des livres que je vous ai présentés, ils sont en version bilingue. C'était pas le cas du Decameron qui lui était traduit du florentin, mais à chaque fois c'est une version originale à gauche et une version en français moderne à droite. D'ailleurs c'est pour ça que vous voyez ici c'est un gros pavé de 900 pages, mais en fait vous avez que 450 pages à lire. D'ailleurs parfois vous avez aussi, je vous le montre là, la page entière est prise par la musique qui figurait dans le manuscrit. C'est intéressant le fait qu'il y ait de la musique parce que si jamais on est musicien, voilà, si jamais ça nous amuse, on peut s'amuser en fait à jouer la musique pour voir vraiment quel était l'air avec la poésie qu'on est en train de lire. Bref, mais pour reparler de la langue en général, je vais vous lire un petit extrait pour que vous ayez un aperçu de ce que ça donne, pour vous montrer que c'est quand même assez éloigné du français moderne. Par exemple, une chanson que j'aime bien, une chanson de jongleur de Colin Muset. Je vous lis juste la première strophe d'abord en français moderne et ensuite je vous la lis dans son dialecte originel, je ne sais pas ce que c'est. Quand je vois le temps se refroidir et geler et les arbres se dépouiller et l'hiver s'installer, alors je veux me mettre à l'aise et séjourner près du brasier d'un bon feu avec du vin clair dans une maison chaude à cause du temps mauvais. Qu'il ne connaisse jamais de pardon, celui qui n'apprécie pas son bien-être. Et ensuite ça continue, et là je vous lis la même chose, mais en langue d'oïl. Quand je loue tans refreudier, voi et geleir, et seis arbres despoilier, et ilverneir, a donc me voil, et eisier, et séjourner, a buen foileis lubrasier, et a vin clair, an chad mason, por lutans felon, janeit il pardon, qui n'amet sa garrison. Donc vous voyez, c'est quand même pas évident, heureusement qu'on a la traduction. Mais bref, vous pouvez ne pas vous intéresser du tout à ces histoires de traduction. D'ailleurs, entre nous soit dit, il est très possible que je prononce pas très bien, mais en tout cas, j'ai essayé de regarder des vidéos sur comment prononcer les langues d'oïl d'autrefois. Et je pense être pas très loin de la vérité, puisqu'il fallait rouler les R, il faut prononcer toutes les lettres, mais après il y a certaines fois où ça se prononce d'une autre manière et je sais pas comment ça se prononce, donc bref, ça vous donne un aperçu de comment ça se parlait à l'époque en tout cas. Donc pour revenir à nos trouvères, au XIIIe siècle, les trouvères en fait ont importé dans le nord de la France la littérature courtoise inventée par les troubadours dans le sud de la France, et donc ils se sont mis à les imiter, ils les trouvèrent et elles les trouveresses, puisqu'il y avait aussi des femmes qui étaient trouvères. Les sujets qui sont traités, c'est aussi l'amour, des chansons d'amour, des pastourelles. Vous vous souvenez, les pastourelles, c'est des histoires soit d'amour entre deux bergers, soit
entre un chevalier et une bergère. Il y a aussi des complaintes amoureuses, et dans ce recueil on retrouve aussi quelques chansons pieuses, même s'il n'y en a pas beaucoup, ou bien des chansons qui sont plus drôles, des chansons satiriques, des chansons de jongleurs. Je vous ai lu la première strophe d'une chanson de jongleur que j'aime beaucoup, parce que en fait l'auteur il s'amuse à valoriser, en fait, lui il dit que ce qu'il aime c'est manger et boire auprès d'un bon feu, donc vous voyez, voilà, on est loin de la religion et des histoires de chevaliers. J'aime beaucoup cette chanson. En tout cas, quand il est question d'amour, les trouvères opposent l'amour à la raison, et en fait ils se focalisent beaucoup sur les émotions et les sentiments des amoureux. Les auteurs, ça peut être aussi bien des nobles, donc quand c'est des nobles, souvent ça fait qu'on a pas mal gardé leurs traces, mais parfois c'est des personnes de plus basse extraction. C'est le cas par exemple de Colin Muset, l'auteur de la chanson que j'ai commencé à vous lire. Parfois on a encore des traces de ces auteurs, parfois on ne sait pas du tout qui c'est, donc c'est pour ça qu'au début tous les auteurs sont anonymes. Il y a parfois des femmes qui sont trouveresses, et en fait on n'a pas beaucoup d'informations sur elles, c'est juste que dans la chanson, dans le manuscrit, il est dit moi, dame de truc, je vous raconte ici telle histoire, etc. Donc voilà, après on n'en sait pas forcément plus. Un autre truc qu'il faut souligner, c'est que bon, parfois il y a des choses qui paraissent un peu normales à l'époque et qui ne le sont pas du tout de nos jours. Par exemple, des fois dans les pastourelles il y a des scènes de viol, c'est-à-dire que la bergère elle dit ah non j'ai pas du tout envie, le chevalier il dit s'en fout, et paf, il lui fait l'amour, et en fait parfois à la fin elle dit oh je suis super contente, j'espère que tu resteras amoureux de moi, ou bien parfois dans son affaire il est interrompu par des bergers qui lui donnent une bastonnade. Donc bon, le viol je crois il était quand même reconnu à l'époque, mais il avait évidemment pas la même signification que nous. Et puis dans l'amour courtois, le concept de consentement c'est important, parce que parfois le trouvère se meurt d'amour, ou en tout cas dans sa chanson il se meurt d'amour pour une dame qui ne veut pas de lui, mais voilà, la question du consentement sexuel est pas du tout la même à l'époque que de nos jours. Je vous disais, il y a quand même quelques chansons pieuses dedans, je pourrais vous en citer, mais en fait j'avoue que pour moi la plus belle chanson pieuse du Moyen-Âge, en tout cas que j'ai lue évidemment, elle n'est pas dans ce recueil, c'est une chanson de François Villon. Elle n'est pas dans ce recueil, c'est une chanson de François Villon qui est un des très grands poètes du Moyen-Âge, dont je peux pas vous parler plus avant dans cette vidéo parce que je n'ai pas lu encore de recueil de sa part, mais par contre il y a une poésie de lui que j'aime énormément qui s'appelle Ballade pour prier Notre-Dame. Voilà, et pour moi c'est vraiment une poésie magnifique. Dame du ciel, régente terrienne, emperière des infernaux palus, recevez-moi votre humble chrétienne, que comprise soit entre vos élus. Ce nonobstant con que rien ne valut. Les biens de vous, madame et ma maîtresse, sont bien plus grands que ne suis pécheresse, sans lesquels bien âme ne peut mérir, n'avoir les cieux. Je n'en suis jongleresse, en cette foi je veuille vivre et mourir. À votre fils dites que je suis sienne, de lui soient mes péchés absolus. Pardonne-moi comme à l'égyptienne, ou comme il fit au clerc Théophilus, lequel par vous fut quitte et absolu, comme il eut au diable fait promesse. Préservez-moi de faire jamais ceux, vierge portant, sans rompure encourir, le sacrement qu'on célèbre à la messe. En cette foi je veuille vivre et mourir. Femme je suis, pauvrette et ancienne, qui rien ne sait, on que l'être ne lut, au moutier voix dont suis paroissienne, paradis peint où son harpe élu. Et un enfer où damnés sont boulus, l'un me fait peur, l'autre joie et liesse. La joie avoir me fait, haute déesse, à qui pécheurs doivent tous recourir, comblés de foi, sans feinte ne paraissent. En cette foi je veuille vivre et mourir. Vous portâtes digne vierge, princesse, Jésus régnant qui n'a ni fin ni cesse, le Tout-Puissant prenant notre faiblesse, laissa les cieux et nous vint secourir, offrit à sa mort sa très chère jeunesse. Notre Seigneur tel est, tel le confesse, en cette foi je veuille vivre et mourir.
Bref, cette poésie n'est pas contenue dans ce recueil, mais je vous le conseille largement, c'est un superbe recueil. Voilà, je confesse, ça a un côté un petit peu aride, hein, puisque c'est un gros mastoc de chansons du Moyen-Âge, mais franchement, je trouve que ça vaut le coup d'être lu si vous aimez la poésie. Ça se lit très facilement, c'est comme je vous disais, vous n'avez pas à lire l'entièreté, vous lisez juste la moitié, la partie en français, et ça change un petit peu comme type de lecture. Bref, avant de conclure cette vidéo, je voudrais signaler plusieurs musiques que vous pouvez écouter pour vous familiariser avec l'univers du Moyen-Âge, et peut-être même utiliser ces musiques comme bande-son, qui sait, de vos lectures médiévales. D'abord, si vous voulez être un puriste, je vous conseille les interprétations de Gérard Zucchetto, qui fait un vrai travail d'historien et de musicologue pour jouer et chanter des chansons de troubadours. Mais aussi, si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus moderne, vous pouvez trouver sur YouTube et sur toutes les plateformes de streaming des personnes qui réutilisent des musiques pop contemporaines et qui les adaptent à la sauce médiévale. Je trouve ça extrêmement drôle d'entendre Ed Sheeran, Rihanna, Lady Gaga, qui vous voulez, à la sauce médiévale. Donc moi j'aime particulièrement Stan Toth, mais il y en a d'autres évidemment. Dans cette vidéo, je voudrais quand même remercier deux livres qui m'ont accompagnée durant mon enfance et m'ont fait vraiment adorer le Moyen-Âge et m'ont introduite à la littérature du Moyen-Âge. Le premier, c'est Contes et légendes du Moyen-Âge. Voilà, c'est grâce à ce livre que j'ai découvert en primaire, que nous avaient acheté mes parents, dans lequel il y a la chanson de Roland, le roman de Renard, les Aucassin et Nicolette, et encore bien d'autres histoires. Donc je l'ai lu, relu et re-relu, il est vraiment sublime ce livre, je l'adore et vraiment il m'a bercé toute mon enfance. Il y en avait un autre que j'ai pas eu le temps de récupérer avant de faire cette vidéo, qui s'appelle À l'abri des châteaux forts, qui m'a fait découvrir comment les gens vivaient à l'époque des châteaux forts. Et donc voilà, c'est aussi un autre livre qui m'avait beaucoup plu. Je suis pas certaine qu'ils soient toujours édités ces livres-là, mais il y en a plein d'autres sur le Moyen-Âge. Donc si vous avez des enfants, achetez-leur des livres sur le Moyen-Âge. Peut-être que eux aussi se mettront à aimer le Moyen-Âge et la littérature médiévale par ce biais-là. Je n'ai cité que quelques œuvres et je n'en ai pas lu énormément d'œuvres du Moyen-Âge, mais il y en a évidemment bien d'autres. Vous connaissez peut-être le roman de Renard qui est extrêmement connu, mais je pourrais citer aussi le roman de la Rose, tous les romans de Chrétien de Troyes. J'avais lu Le Chevalier à la Charrette il y a extrêmement longtemps. Il y a aussi François Villon que je vous ai cité, etc. etc. Il y a d'autres chansons de geste. Moi j'avais lu Girard de Roussillon et Raoul de Cambrai qui étaient très bien aussi. Voilà, donc c'est une littérature très riche, très foisonnante. Évidemment il y a des choses qu'on a sans doute perdues, qui ne sont pas arrivées jusqu'à nous, mais il y a quand même déjà beaucoup de choses qui nous sont arrivées, donc je vous les conseille très largement. Je vous rappelle les livres que j'ai présentés dans cette vidéo. Tout d'abord Aucassin et Nicolette, ensuite La chanson de Roland, Le Décaméron de Boccace, Huon de Bordeaux et Chanson des Trouvères. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Elle a été assez longue à préparer et je suppose que le montage le sera aussi, mais vraiment je me suis régalée à la faire. J'ai bien conscience que c'est pas une littérature qui attire énormément et qui est pas toujours évidente, celle du Moyen-Âge, mais j'espère en tout cas qu'à l'issue de cette vidéo je vous aurai donné au moins envie d'en lire un. N'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai réussi mon objectif initial ou pas. N'hésitez pas non plus à me solliciter sur Instagram, à vous abonner à cette chaîne si c'est pas encore fait, et d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite de très belles lectures.